Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, Vivance et Reliance est à Istres chez Dominique Roussel-Bruvel qui nous accueille très gentiment et très chaleureusement, je le précise. Et donc je suis venue vous voir, Dominique, bonjour déjà, Bonjour. parce que j'avais envie de parler avec vous de méditation évolutive, une méthode que vous avez créée. Mhm. Et je voulais que vous expliquiez un petit peu à ceux qui vous regardent et vous écoutent de quoi il s'agit. Mais il me semble qu'il serait juste d'abord de nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui vous a amené à cela, quelle est cette expérience un peu extraordinaire que vous avez vécue. J'ai, on va dire qu'entre la naissance et 20 ans, j'ai vraiment eu des alternances de paradis et enfer qui m'ont conduit à un moment donné à... Je ne peux pas dire que c'était une forme de suicide, mais en tous les cas, j'étais en train de prendre un virage avec ma voiture, j'avais 20 ans et je me suis dit, je peux plus, j'y arrive plus. Voilà. Donc j'ai simplement pensé à tourner le volant dans le bon sens, il y avait un mur, et voilà, je pliais la voiture contre. Et là, j'ai fait une mort clinique, donc une expérience de NDE. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qui est surtout intéressant et important, c'est déjà que je me demandais qu'est-ce qu'il pouvait y avoir derrière les apparences. Donc, déjà, j'ai pu observer que la conscience continuait, puisque j'ai flotté au-dessus et j'entendais les pompiers qui disaient voilà, elle était jolie, c'est dommage. Elle est partie. Voilà, les gens, ils avaient une tête vraiment effarée, alors que moi, j'étais super bien. Donc, alors, et puis après, j'ai vécu une expérience. Moi, j'avais envie de leur dire, mais franchement, tout va super bien, quoi. Et puis après, j'ai vécu une expérience fabuleuse, ben, vraiment, on peut dire, d'interconnexion avec l'ensemble. Rumi, il en parle un petit peu quand il dit il y a un champ où je t'attendrai, et ça va bien au-delà des mots. C'est difficile de mettre des mots là-dessus. En tous les cas, c'est l'accès à une connaissance directe et dans un état d'amour, je crois que j'ai jamais connu. Voilà. Et je pense que ça a été une expérience tellement marquante. C'est assez paradoxal parce que justement dans Dialogue avec l'ange, l'ange dit et surtout ne me défigure pas. Et je suis ressortie de cette expérience défigurée. C'est vraiment, j'ai une fracture du crâne qui s'est arrêtée à 1 millimètre de la tempe. Donc c'est vraiment que ce n'était pas mon heure, que ce n'était pas le moment que je meure. Et après, j'ai eu le sentiment que c'est ça que je voulais faire vivre. C'est ce que j'ai vécu là que je voulais voilà, faire vivre le monde d'en haut dans le monde d'en bas. Déjà à l'époque, je me permets de vous interrompre, déjà à l'époque, c'est comme s'il y avait eu une demande de votre part. Oui, oui. Hein, c'est ça, Ah oui, hein, oui, c'est oui, ce que oui, 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 j'entends en tous oui, les cas. oui, oui. Oui, il y avait un appel. Il y avait un appel à... La vie telle qu'elle m'était présentée me semblait trop pauvre. Je me disais que c'était pas possible que ce soit ça la réalité. Et après, si c'est vivre pour mourir, quel est l'intérêt en même temps? Voilà. Donc effectivement, après je suis passée en fac de psychologie, ça ne me correspondait pas. J'ai fait éducatrice spécialisée aussi, ça c'est pareil. Je trouvais qu'on nous donnait le moyen de colmater les brèches, mais pas de réparer les bateaux. Bon, et puis après, voilà, j'ai enclenché toute une série de formations, donc PNL, hypnose, sophrologie, voilà, le conte, l'astrologie, enfin bon, je ne vais pas faire la totale parce qu'on en aurait pour toute la journée, mais j'étais en quête de ça. Et comme ce truc-là me titillait, je suis allée en bénévole aussi faire l'accompagnement de personnes en fin de vie. Et là, je me suis retrouvée, donc, pour être formée, dans un centre bouddhiste. Et là, j'ai trouvé les gens qui avaient une telle joie de vivre. Je me suis dit, eux, c'est comme Astérix, ou plutôt Obélix, ils sont tombés dans la bassine, ils ont trouvé quelque chose, quoi. Parce que pour avoir cette expansion joyeuse, donc je suis allée à l'accueil, j'ai dit voilà, c'est quand la prochaine session? Ils m'ont dit, moi j'ai dit Noël je suis dispo, c'est bien, c'est pas égotique du tout, bon, moi je suis dispo à Noël. Et eux ils m'ont répondu, bah nous non, parce que c'est que pour les gens avancés. Bon, bah voilà, je dis ok, bah, vous me filez une autre adresse, parce que quand je suis décidée, voilà, j'y vais. Et ils m'ont donné une adresse en Dordogne, ou alors soi-disant c'était un grand maître, et j'avais oublié que cette année-là, j'avais demandé à rencontrer un éveillé, parce que comme je disais, j'ai vraiment le sentiment que l'humain n'est pas fini, on n'est pas produit finalisé. Si des gens comme Luther King, Gandhi, etc., voilà, ils sont sur une fréquence où je trouve, en tous les cas, qu'ils actualisent l'humain. Bon, l'enquiquinement, c'est que voilà, je savais ce que je cherchais, mais je n'avais pas le mode d'emploi. Donc,
Je me voilà partie en Dordogne, où je rencontre la Magendoun, à qui je dois vraiment beaucoup, parce que c'est vraiment effectivement une personne, voilà, une boule de joie sur deux pattes. Et donc je suis tombée en amour, comme diraient les Québécois. Donc là j'ai foncé, j'ai organisé des conférences, j'ai fait venir des moines, j'ai mis en place des sessions de méditation et j'y suis allée à fond. Donc pendant une bonne 15-20 ans, j'ai fait Thich Nhat Hanh aussi. Et puis, au bout d'à peu près une dizaine d'années, j'ai commencé à me dire que c'était bien. Et en suivant ce que disait Thich Nhat Hanh, justement, écoutez, vous venez là pour récupérer voilà, des choses parce que votre tradition a été très abîmée, ce qui est vrai. Mais par contre, personne ne vous demande d'être bouddhiste. Prenez plutôt ce qui vous intéresse pour pouvoir retrouver votre propre tradition qui est très riche. Et je me suis dit, bah, c'est pas idiot, parce que c'est vrai que finalement, j'avais une grande révolte contre le côté catholique, qui est justement très culpabilisant, etc. Et du coup, voilà, je suis repartie à faire des sessions de formation avec Jean-Yves Leloup, des voyages aussi initiatiques, etc. Et j'ai eu la transmission de la méditation des Pères du désert, qu'on appelle aussi la prière du cœur, par Monseigneur Martin. Donc ça m'a beaucoup émue parce que j'avais l'impression d'arriver au cœur de quelque chose qui était important. Et ce qui est intéressant, c'est que justement au niveau, comment dirais-je, méthodologique, les Pères du désert utilisent les archétypes, c'est là où je vais en venir, puisqu'on commence à se placer comme une montagne. Donc on évoque l'image pour ressentir voilà, le positionnement. Après c'est la fleur, l'océan pour la respiration, enfin je ne vais pas tout développer, mais en tous les cas, voilà, il y a déjà une méthodologie, je dirais, qui est plus adaptée à nous en tant qu'occidentaux. Parce que comme on en parlait tout à l'heure en dehors de l'entretien là, je trouve que la méditation, elle n'est pas, telle qu'elle est amenée de la façon orientale, n'est pas adaptée à notre mode de vie. Donc la méditation évolutive, c'est l'enjeu, c'est effectivement justement de voir comment on peut adapter ça à notre mode de vie et surtout utiliser les archétypes. C'est-à-dire que si vous voulez, à l'intérieur, on a une vraie population. Intérieurement, j'ai le côté, voilà, j'ai Dominique la colérique, j'ai Dominique la curieuse, j'ai Dominique la joyeuse. Voilà. Oui, de multiples parties, vous c'est voulez ça. dire. Et le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y en a une qui émerge, je me confonds avec elle. D'ailleurs, je vais dire, je suis en colère, ou je suis malade, ou voilà. Il y a une identification. Une identification. Voilà. Donc, on n'a pas... Alors que les archétypes, c'est un petit peu comme des vases qui vont récupérer un champ de forme et qui vont faire que, du coup, on va pouvoir avoir une prise dessus pour pouvoir faire évoluer ces dysfonctionnements, je dirais, voilà, pour faire simple. Alors, l'enjeu du côté évolutif, c'est ça, c'est vraiment, là j'ai envie encore une fois de raconter une histoire parce que ça correspond bien, c'est justement... Je vous en prie, avec plaisir. Je pense à cette histoire du paradis et de l'enfer, puisqu'on est beaucoup codifié, nous, là-dessus, dans le sens de ce que j'évoquais, d'être de bien ou de mal. Donc, il y a un homme qui arrive en enfer, et c'est effectivement l'enfer, parce que sur la table, il y a des mets délicieux, sauf que les gens ont des cuillères collées qui font plus d'1 mètre de long, donc ça sent bon, ça a l'air fabuleux, sauf que, voilà, quoi, je veux dire, on ne peut pas y avoir accès. Il regarde Saint-Pierre, il lui dit, bah, franchement, ouais, je comprends que ce soit l'enfer, c'est vraiment une torture, là. Et il lui dit, bon, ok, j'ai fait des trucs pas clairs sur Terre, mais bon, au moins pour m'encourager, est-ce que ce serait pas possible d'aller voir le paradis? Alors, Saint-Pierre lui dit, écoute, pas de souci, c'est la salle d'à côté. Et là, l'homme, il est vraiment ébahi parce qu'il voit que le paradis, il y a même mets délicieux sur la table, les gens ont aussi ces cuillères de collées, sauf que là, chacun donne à manger à l'autre. Alors, c'est pas justement moral, la morale de l'histoire, c'est plutôt la leçon à en tirer, c'est que le paradis ou l'enfer, c'est exactement la même chose. Et c'est tout l'enjeu de la méditation. C'est-à-dire que première situation, je veux pas de ça, de cet état intérieur, de cette situation, de ce... Voilà. Et du coup, je vais en faire un enfer. Oui. Alors que le paradis, c'est ok, j'accepte. J'ai un état de colère, j'ai une situation qui me déplaît. Et l'enjeu, c'est de questionner, pour le coup, comment je peux être créatif avec ça. Comment est-ce que je peux faire avec? C'est ça. Et c'est pas dans le sens d'une résignation, hein, c'est dans le sens vraiment de développer une adaptabilité. Vous voyez Et j'observe qu'effectivement, il y a des états dans lesquels on n'a pas envie d'être ou qu'on a envie de mettre de côté, alors qu'en fait, ce sont des sources d'enseignement. Je sais qu'une fois, j'avais été, mais vraiment dans un état de colère noire, c'est le cas de le dire, et j'ai fait ce travail méditatif derrière, c'est-à-dire de rentrer en contact avec cette colère. Mais c'était une colère avec l'envie de tuer l'autre, hein. Ça a été très très loin. C'est revenu plusieurs fois dans ma vie, et là je me suis dit, on plonge et on y va.
C'est pas... alors que dans le premier temps, ça m'était arrivé justement avec ma mère, et j'ai vraiment eu le sentiment que cette envie de la tuer, voilà. J'ai pas pu me servir, parce que je me voyais l'étrangler. J'ai pas pu me servir de mes mains pendant plus d'un mois. Vous voyez le... Donc là, je me suis dit, ça fait longtemps que ça dure ce machin-là, rentre dedans et va voir. Et le fait de rentrer dedans, de faire un avec et de voir toutes les mémoires qu'il y avait derrière ça en fait. Parce que quelque chose va être activé, mais ça, comme je dis, c'est juste la surface de l'iceberg. C'est-à-dire que derrière, il y a des charges traumatiques, des charges de choses qui ont été reniées, déniées, etc. Ouvrir la porte et laisser réémerger tout ça pour l'accueillir et lui offrir un espace. Vous parliez tout à l'heure de vacuité. C'est fabuleux parce qu'il y a un moment donné où il y a une énergie qui va se mettre à couler. Et là, pour suivre cet exemple, je me suis vraiment sentie connectée à l'énergie du dragon. Vous voyez, j'ai senti que c'était une énergie fabuleuse qui m'a amenée à justement engendrer des changements dans ma vie parce que j'étais reliée à cette énergie-là. Donc j'ai envie de dire que justement les états de mal-être sont des indicateurs de quelque chose qui cherche à dire ou à émerger, et comme c'est pas bien, ça se fait pas ou c'est pas adapté, alors je dis pas pour autant à pas se mettre en méditation en situation, hein, mais en tous les cas c'est à traiter. Alors après, je joue aussi et j'amène beaucoup les archétypes de la Bible, puisque ce sont des champs de force et qu'ils font partie de notre inconscient collectif. Donc j'amène les gens à travailler avec. Donc chaque année, je pars avec un thème différent. On travaille un coup sur les 10 commandements qui en fait ont été très mal traduits. De l'hébreu, ça veut dire les 10 verbes de vie. Ça donne quand même pas le même élan. Cette année, on travaille sur les béatitudes, qui ne commencent pas par heureux les simples d'esprit, mais plutôt en marche. Vous voyez que c'est pareil, ça ne donne pas le même élan. Et pour voir à quel point on est concerné au jour d'aujourd'hui et que ces archétypes peuvent vraiment nous apporter, comment dirais-je, un sentier pour pouvoir connecter d'autres fréquences de conscience. J'ai envie de le dire de façon simple comme ça. Alors après, ma perspective notamment pour l'année prochaine, c'est de partir du principe, donc ça c'est quand même beaucoup issu du biodécodage, c'est-à-dire que ce soit les situations ou ce qu'on va vivre corporellement, comme je disais, c'est des indicateurs. Et les 3/4 du temps, on le vit comme bien ou mal au lieu de le prendre comme de l'information parce qu'on n'a pas le décodeur. Et c'est un peu comme Canal+, quand on n'a pas le décryptage, voilà, qu'en faire? Donc là, je vais partir du fait qu'il y a 30 lois de vie qui nous sont transmises depuis des générations pour nous permettre de nous développer, de nous adapter. Et là, l'enjeu, ça va être de voir ces lois de vie, comment elles ont été transmises, par quels archétypes. Si fondamentalement, je reprends le fondamental, notamment je pense à Noé, l'arche de Noé, on est en plein dedans d'ailleurs en ce moment. Donc Noé, c'était un homme dit juste. Et on était à une époque où ils engendraient beaucoup de filles. Alors savoir que symboliquement, les filles, c'est l'inconscient. L'eau, c'est l'inconscient aussi. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un niveau où l'humanité était dans un seuil de dégénérescence, et quand ça dégénère trop, il va y avoir une sélection naturelle. C'est là qui, en l'occurrence, c'était la catastrophe. Donc Noé entend cette voix de ce que je préfère appeler l'onde de vie plutôt que Dieu, qui lui dit « construis ton arche ». Et l'arche, en fait, c'est le bassin. C'est l'acide. C'est-à-dire construis ça et tu vas faire entrer un animal, donc un mâle et une femelle, de chaque animal qui existe sur la Terre. Donc les animaux sont nos énergies pulsionnelles. Vous voyez, on dit être rusé comme un renard, fort comme un lion, etc. Donc il dit voilà, tu vas construire cette arche, ton bassin, et tu vas apprendre à rentrer en contact et à maîtriser ces énergies pulsionnelles pour, à un moment donné, ce qu'on appelle la Kundalini, faire remonter ça et ouvrir le cœur et arriver à une autre strate de conscience. Et c'est comme ça que Noé va faire tout le travail de l'alchimie. D'ailleurs, il y a le corbeau et la colombe, c'est-à-dire qu'il envoie les deux. Le corbeau, c'est l'œuvre noire. La colombe, pour aller voir où est cette nouvelle terre, cette nouvelle fréquence de conscience. Donc, je raconte ce petit passage-là juste pour montrer comment, voilà, par exemple, on peut servir de Noé. Quelle a été la catastrophe que tu as vécue dans ta vie ? Et où était l'inconscience, je veux dire quelque part, et où est-ce qu'il y a quelque chose qui a soif d'être sur une autre fréquence ? Voilà. Quel est le sens, on pourrait dire? Oui, c'est ça, c'est de donner du sens. Je pense qu'effectivement, d'être humain, c'est de donner du sens. Et c'est aussi, ça va conduire à un état de tranquillité intérieure, c'est-à-dire une confiance. J'ai confiance dans le sens que ce qui m'arrive intérieurement ou extérieurement, c'est quelque chose qui est là, non pas pour m'enterrer, mais pour me permettre d'évoluer. Alors,
Je vais peut-être clore parce que, voilà, pas être trop longue non plus, mais encore une autre petite histoire que j'aime beaucoup, qui est, c'est l'histoire d'un homme qui a un rat dans sa maison qui vraiment lui enquiquine la vie. Donc on a tous un gros rat qui nous enquiquine la vie. Et lui, il est maître de sabre, donc maître d'art martial dans le sabre. Et bien sûr, il a essayé d'avoir son rat et pas moyen. Donc il est vraiment dépité parce que quand même, il mène une école. Il est un peu, voilà, quand même, il se dit quand même. Et en même temps, cette maison, donc ça le rend dépressif, mais il ne peut pas la quitter. C'est lui qui l'a construit, il se dit, je ne vais quand même pas déménager à cause d'un rat. Mais il est en train de sombrer progressivement dans la dépression et il rencontre, comme il n'y a pas de hasard, hein, il rencontre un de ses anciens amis qui lui dit, bah, qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air vraiment pas bien en point. Il lui raconte l'histoire avec son rat. Et l'autre lui dit, mais c'est un chat qu'il te faut. Mais il dit, en plus, tu vois, le hasard, hein, c'est que moi j'élève des chats. Donc il lui dit, je t'en propose un. Et puis l'autre lui dit, tu crois que j'ai pas essayé? Mais enfin bon, c'est vrai que j'ai plus rien à perdre, donc d'accord. Il lui dit, tu vois, le tigré, là, est bien bagarreur, donc l'homme prend le chat, ouvre la porte, met le chat, ferme la porte, tellement il ne veut plus en entendre parler. Au bout de très peu de temps, on entend bon, 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 bon. Il ouvre la porte et le chat, au tapis, ramène le chat à l'homme, lui dit, tu vois, je t'avais dit qu'il est spécial. L'autre lui dit, écoute, j'ai peut-être pas entendu qu'il était malin à ce point-là, donc je te propose un qui a plus de maturation. Tu vois, le noir, là, on dirait une mini panthère. Là, celui-là, ça va peut-être être mieux. L'homme le prend, mais le chat, il ne croit pas trop quand même. Hein, ferme la porte. Bon, c'est un peu plus long avant qu'on entende le bababa, mais qu'il retrouve le chat sur le tapis et qu'il rende le chat. Bon, écoute, l'homme lui dit, écoute, c'est comme dans les contes de fées, on a droit à 3 chances. Donc je vais te proposer le troisième. Il a l'air de rien, mais il ne notifie pas, c'est un maître d'art martial, justement. Effectivement, il présente le chat et 3 poils sur le caillou, on dirait qu'il est presque à 2 doigts de mourir. L'autre, il dit, oh là, voilà, c'est ça. Il dit, mais même mon rat, il va rigoler quoi, quand il va voir ça. Et l'autre lui dit, essaye. Et effectivement, là, une journée, rien ne se passe. 2 journées, rien ne se passe. Donc il commence à mettre son œil au trou de la serrure pour voir un petit peu. Et il voit que le rat, il saute sur le chat, il tire les poils, il tire la queue, machin. Et l'autre, pas bouger, zen justement, comme on dirait. Et puis au bout d'un moment, ben évidemment, il vit le chat comme s'il faisait partie du mobilier. Et puis il passe à un moment donné bien à côté de lui. Et le vieux chat, alors, patte dessus, terminé pour le rat. Et là, l'homme, il dit à son copain, il dit, ah, je suis sûr, je suis super heureux, etc. Mais pourquoi les autres n'ont pas pensé à faire comme ça? Alors, l'autre dit, attends, moi la philosophie, c'est pas mon truc. Par contre, donc, il faut une réunion, là, rue des Perdus, tu verras, il y a un amphithéâtre et sûrement que l'affaire va être évoquée. Donc le premier chat, effectivement, l'affaire est évoquée, le premier chat s'incline devant le maître, il dit, maître, je ne comprends pas, je répète mes exercices de méditation, de trucs, de machin tous les jours, et j'ai pas eu le rat alors que vous y êtes arrivé, je suis beaucoup plus jeune, plus vigoureux, etc. Et le vieux maître lui dit, oui, mais justement, tout ce que tu as appris, c'est scolaire, tu le plaques sur la réalité, ça ne peut pas marcher. Ok, le premier chat se retire et l'autre lui dit, bah écoute, le deuxième chat, il dit, moi franchement, j'ai l'impression d'être plus synchrone et d'arriver quand même mieux que voilà, le précédent, et je comprends pas pourquoi toi tu as réussi là où moi j'ai échoué. Il lui dit, mais toi c'est encore différent. Il lui dit, toi tu avais une intention, tu avais l'intention de tuer ce rat. Il lui dit, la différence, tu vois, c'est que moi je suis rentrée dans cette maison, je n'avais pas d'intention. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'au bout d'un moment, ce rat m'a vraiment énervé. Vous voyez, l'acceptation de ce qui se passe à l'intérieur, il m'a profondément agacée. Donc je suis rentrée dans cet agacement et dans cette colère pour, voilà, arriver à un niveau où à un moment donné, j'ai senti tranquille à l'intérieur. Et là, à ce moment-là, l'acte juste ou le geste juste est venu de lui-même. Voilà, c'est ça, la méditation. D'accord. Super. On pourrait t'écouter des heures, en fin de compte. Je pourrais en parler des heures aussi. Donc moi, ce que je propose aux personnes qui te regardent et t'écoutent, c'est de te contacter directement si elles ont des questions, parce Oui. que tu animes des groupes de méditation évolutive. Je pense qu'il y a l'agenda également sur ton site. Je noterai ton site à la fin de la vidéo, que les personnes te contactent directement si elles ont des questions. Oui, bien sûr. Tes groupes donc sont mis en place à quelle fréquence? C'est un atelier pour le moment, c'est une matinée par mois, un samedi matin par mois. D'accord. Voilà, une fois par mois, oui, puisque c'est par mois. D'accord, Voilà. ok. C'est sur un temps court, mais qui est déjà bien pour engendrer de réels changements. Court mais intense. C'est ça. Court mais intense, oui, oui. Très bien. Merci Dominique pour ce partage, pour ta manière d'amener les choses, tes talents de conteuse, on va dire.
C'est vraiment un plaisir. Écoute, c'est un plaisir partagé, Stéphanie, parce que vraiment, tu donnes un espace. Tu vois, on parlait de vacuité, tu offres cet espace-là dans un accueil et une bienveillance qui fait que voilà, je me sens comme chez moi. Oui, c'est le cas de le dire. Comme à la maison, voilà, c'est le cas de le dire. Donc je te remercie beaucoup pour ta qualité d'être qui permet cette émergence-là. Merci. Merci à toi. Merci bien et puis bonne continuation. Merci. Et bonne route à vous tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.